contexte dans lequel nous nous informons et nous nous divertissons aujourd'hui est complètement fragmenté, qu'il est mondial, qu'il est pluriel, qu'il est plurimédia et donc pluripays. Pour ma part, si je devais décrire le processus qui aboutit aujourd'hui à la concentration industrielle des médias en quelques mots, on aurait 4 points. D'une part, la numérisation de l'information, les nouvelles technologies, les nouveaux usages. Un deuxième point, c'est l'environnement concurrentiel dans lequel les médias évoluent aujourd'hui, fragmentation des audiences, hyperpuissance économique et financière des nouveaux acteurs qui ont investi le secteur des médias, les télécoms, les GAFA, ou des opérateurs qu'on appellera des pure players tels que Netflix. Un troisième point, c'est la façon dont les Français s'informent aujourd'hui, principalement en ligne et sur les réseaux sociaux. Et puis en fait, un dernier point qui participe de ce processus, qui serait le modèle économique des plateformes numériques qui conduisent à occuper aujourd'hui une position hégémonique à la fois dans l'espace informationnel mais aussi dans l'espace communicationnel et qui représente un danger démocratique. J'ai eu l'occasion d'écrire une tribune la semaine dernière, ne sachant pas que cette audition aurait lieu, sur justement l'hégémonie des plateformes numériques et le danger qu'elles représentaient. Alors peut-être en liminaire pour rappel, pour autant il me semble important de rappeler que les médias véhiculent donc à la fois des valeurs démocratiques de contenu et de sens et qu'elles génèrent de nombreuses externalités positives pour la société, tant de l'accès à la culture que l'information, que le divertissement et la formation. Donc on ne peut pas considérer ces biens comme des marchandises comme les autres et que leur bon fonctionnement ne peut pas se limiter au seul bon fonctionnement du marché. Alors la réglementation actuelle, en tout cas pour le secteur de l'audiovisuel en matière de concentration, c'est la loi de 84. En matière d'audiovisuel, c'est effectivement la loi de 86, mais qui a été modifiée plus de 86 fois. Alors, il s'avère que la dernière modification, en tout cas la dernière révision, en date du 1er juillet, concernait la transposition de la directive SMA pour un élargissement en fait du champ de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en parquant en fait les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux, et qu'actuellement le dispositif anti-concentration qui s'applique ne correspond pas, lui n'a pas été modifié, ou en tout cas il ne correspond pas aujourd'hui au secteur, me semble-t-il, qui devrait être mis en place puisque cette loi n'a pas été prise dans son ensemble. Alors peut-être le contexte rapidement, en disant que le numérique partout évidemment, mais qu'on a vraiment une révolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, en 2 mots, 70% des téléviseurs sont connectés, qu'on a une révolution économique, et j'y reviendrai, et qu'on a une révolution d'usage, où aujourd'hui on a effectivement tant un nouvel écosystème avec la possibilité de consommer quand on veut, où on veut et comme on veut. On accède à une offre de contenu très très large par la TNT, la DSL, le câble, la fibre, le satellite, en direct, en différé, en streaming, ce qui fait qu'évidemment on a un panel technologique et possible très ouvert, mais ce qu'il en est, c'est comment on s'informe aujourd'hui, puisque la question quand même derrière la concentration, il faut savoir quelle est la demande, me semble-t-il. 88% des Français qui sont âgés de plus de 12 ans déclarent se connecter à Internet tous les jours, plusieurs fois par semaine. 63% des Français utilisent Internet pour suivre l'actualité. Une personne sur 2 est équipée d'une tablette numérique. 73% de la population est multi-équipée. Et si on regarde les 18-24 ans, c'est près de 2 tiers d'entre eux qui s'informent uniquement sur Internet et les réseaux sociaux via un smartphone. Et on voit bien que YouTube, que ce soit Twitter, Snapchat ou encore Twitch et plus récemment TikTok, ont leur préférence pour s'informer. Donc 2 tiers d'entre eux. Donc en un mot suffirait, c'est qu'on a une réorganisation complète de l'accès à l'information dans le monde numérique, que les GAFA y occupent une position hégémonique, à la fois économiquement et financièrement, et qu'elles imposent, elles, les règles du jeu démocratique. Alors qu'il me semble que pour comprendre ces règles du jeu, il faut entrer 5 minutes, si vous me le permettez, dans véritablement la mécanique du modèle d'affaires que sont les plateformes, parce que finalement, c'est véritablement une dérivée de la façon dont, en 1836, Émile de Girardin était déjà allé dans la création de la Gazette, chercher un deuxième financement. Il avait déjà mis en évidence que finalement, le fait de mettre un prix accessible très peu élevé permettait à un plus grand nombre d'individus de s'informer. Mais pour autant, c'est pas comme ça qu'il arrivait à avoir une viabilité économique. Donc c'est déjà lui au XIXe siècle qui est allé chercher une seconde source de financement, qui est le financement de la publicité. Et donc jusqu'à ce que finalement, on a une possibilité aujourd'hui d'avoir accès à des journaux, que ce soit tant
papier que télévision ou radio, gratuitement pour nous, et on pourrait presque dire que c'est subventionné par les annonceurs. Cette mécanique-là, par l'industrialisation des médias, aujourd'hui, c'est puissance N avec les plateformes, et ça me semble important de noter. Pourquoi ? Parce que finalement, ces plateformes sont des intermédiaires, et il en est de même pour les médias, donc, qui génèrent des effets de réseau, et la valeur d'un réseau augmente avec le nombre d'utilisateurs. Et c'est cette mécanique-là d'effet de réseau croisé qui conduit finalement à arriver à un effet où on a une tendance à une grande taille, où les effets de réseau et les économies d'échelle conduisent vraiment à ce qu'on appelle en économie du numérique the winner take all. Donc les plateformes dominantes mettent en place des barrières à l'entrée, ça renforce la concentration, et toutes les études aujourd'hui économiques mettent en évidence que à la fois la maîtrise des données et l'optimisation fiscale va encore renforcer la concentration. Alors si je regarde plus en avant le marché de la publicité, puisque c'est lui qui alimente la mécanique et finalement qui est au cœur de l'économie des médias, c'est vraiment ce marché à deux versants, avec le versant publicité. Si on regarde le marché de la publicité aujourd'hui en ligne, il pèse à peu près 6 milliards. Le marché de la publicité des médias, c'est 14 milliards. L'Internet, c'est 6 milliards. Bien, les plateformes numériques, en fait, elles siphonnent, pardon l'expression, les recettes publicitaires des médias traditionnels qui, eux, sont très peu présents sur le marché de la publicité en ligne. Un marché, je vous le disais, qui pèse 6 milliards et qui est dominé par 3 acteurs, Google, Facebook, et qui est rejoint assez rapidement par Amazon. Donc quand on dit dominer, les chiffres à peu près, c'est entre 75 et 80% qui est concentré, des investissements publicitaires qui sont concentrés en France sur ces 2 acteurs, avec en plus Amazon. Donc c'est un marché qui est très complexe, beaucoup d'intermédiaires, techniques, des ventes automatisées, ça pénalise totalement les acteurs traditionnels. Et là encore, ce qu'on dit, c'est que les plateformes numériques jouent le rôle de gatekeeper, donc de point d'entrée, qui oblige les autres acteurs à passer et à utiliser les outils très techniques, toujours pareil, des 2 mêmes acteurs, les Google et les GAFA de façon générale. Alors maintenant, si je rebascule sur le monde des médias, mais pour moi, vous l'aurez compris, les plateformes numériques sont totalement dans le monde des médias. Facebook, c'est plus de 2,5 milliards, on appelle d'utilisateurs tous les jours dans le monde, et on dit que c'est l'agora, donc qui rentre considéré vraiment comme un média de masse, au sens télé ou radio. Ce mouvement de concentration dans des médias, on l'observe aux États-Unis, très largement ces dernières années, ou ces 2e mois en tout cas, on voit la multiplication des opérations de fusion, d'acquisition. Donc c'est un marché de façon générale très concurrentiel, des acteurs de plus en plus puissants, je leur ai dit. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des besoins importants pour investir dans l'acquisition de droits, de plus en plus chers, films, séries, cinéma. Il y a une course et une inflation dans cette acquisition de droits et dans les prix, évidemment dans la recherche et développement, dans l'innovation. Si je vous prends un seul exemple, en 5 ans, vous prenez la totalité des dépenses en production audiovisuelle et cinématographique du groupe TF1, M6, groupe Canal+ et France Télévisions, c'est 6 milliards d'euros. Si maintenant je regarde Netflix, les derniers chiffres, 2019 ou 2020, 17 milliards de dollars en un an à lui tout seul. Je n'ai pas pris en compte Amazon, je n'ai pas pris en compte Disney, je n'ai pas pris en compte tous ces acteurs qui, quand on dit surpuissants, moi-même, même en tant qu'économiste, c'est toujours très difficile. Donc c'est la raison pour laquelle la comparaison me semble assez importante et étonnante. Donc beaucoup d'autres groupes européens tentent en fait de jouer le rôle donc de l'Europe des médias finalement. Alors je pense à Bertelsmann qui se restructure, on aura peut-être l'occasion d'y penser, au groupe Murdoch, à Mediaset qui tend aussi à avoir une position forte en Europe. Et si on regarde la France, on voit bien que les derniers mouvements participent de ce mouvement de fusion, d'acquisition, de concentration, tant côté Vivendi Bolloré, côté TF1 M6 ou le projet de fusion de TF1 et M6.
Donc ça, c'est, si j'ose dire, pour le décryptage, pardon ainsi de dire ainsi. Peut-être un point sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, me semble-t-il, c'est sûr, mais on y reviendra certainement, c'est une fois encore, et c'est sur le modèle économique et sur le modèle des two-sided market, parce que l'importance dans ce modèle-là, c'est qu'à la fois, ça fonctionne sur la publicité, mais évidemment, il y a autre chose qui est très très fort, c'est sur les algorithmes et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur la donnée. Et donc, pas passer à côté de ce point qui est central. Donc à la fois, leur modèle, c'est faciliter les interactions, ça on l'aura compris, donc capter au maximum, multiplier le nombre de services offerts gratuitement pour collecter, mais pour collecter de la donnée, donc ce qu'on appelle toute l'économie du big data, avec l'exploitation des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui sont complètement constitutives de ce modèle économique à deux versants. Et on voit bien que c'est toutes les traces que nous allons laisser par notre navigation sur des millions de sites qui sont toujours possédés par ces mêmes acteurs, eh bien, vont leur donner la possibilité, de proposer de nouveaux services qui va évidemment, et on voit bien le winner take all, c'est-à-dire que comme ils nous proposent des nouveaux services toujours accessibles gratuitement avec nos traces, donc ils peuvent proposer de la publicité qui est d'autant plus enrichie, toujours par la connaissance du profil qu'ils auront de nous, parce qu'on aura laissé des traces. Et là, après, on y reviendra avec ou sans notre consentement. Là, il y a des travaux assez intéressants sur ces questions-là, et donc j'y viens maintenant. Et c'est vraiment ce modèle-là où à la fois interaction et collecte de la data et son exploitation. L'impact sur la concentration et sur la démocratie, on a clairement un espace informationnel qui est de plus en plus large au risque d'être moins démocratique. Les travaux du rapport, et qu'on retrouve dans le rapport Stigler, qui s'appelle Stigler Committee on Digital Platform, qui est paru en 2019, qui est extrêmement riche en la matière, et la partie sur la communication et les médias est vraiment extrêmement intéressante. Il y a des études économiques derrière, et c'est dans ce sens que l'analyse empirique est très riche, où il nous montre bien qu'on a une perturbation du marché publicitaire, puisque la demande de l'imprimé s'est totalement déplacée vers les sources médiatiques. Il s'avère que la presse a dû perdre en 10 ans entre 50 à 70% de ses recettes en France publicitaires. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment la viabilité de son modèle économique est très, très largement fragilisée. Le danger démocratique, c'est que les plateformes diminuent le pluralisme, augmentent la concentration, et qu'on constate qu'on a un déclin du journalisme local qui est dû à l'émergence justement de cette nouvelle façon de s'informer, et qui participe à réduire la participation électorale et changement dans les résultats politiques. C'est finalement là le retour au départ que vous disiez sur l'information, aussi dans les travaux sur l'information comme un bien public. En fait, finalement, dès 1954, ça avait été bien mis en avant sur le fait que l'information intrinsèquement qui est contenue dans le média est un bien public, mais le support qui, lui, supporte cette information, pour partie, était à l'époque marchand. Donc c'est ce qui fait qu'on pouvait avoir un financement aussi lecteur-abonné. Aujourd'hui, ce support marchand et son enveloppe, finalement, c'est complètement en partie, puisque le bien devient de nouveau totalement public et intangible. Et dès lors, toutes les règles évoquées de ce marché de double versant et la difficulté de... Je vais vous demander de conclure, parce qu'on arrive au terme des 10 minutes. De toute façon, il y aura des questions qui nous permettront certainement de revenir sur des points que vous avez abordés ou d'autres que vous n'avez pas eu le temps de faire. Je pense que cette commission qui se réunit aujourd'hui est extrêmement importante. Elle se réunit dans un contexte qu'on pourrait qualifier d'urgence d'une certaine manière. Il y a une mission qui a été diligentée par la ministre de la Culture, le ministre de l'Économie sur cette question de la concentration. Je pense que c'est un complément extrêmement nécessaire et peut-être un peu tardif. Parce que, vu les questions qui sont aujourd'hui sur la table, on peut craindre que les conclusions de cette mission et de cette commission arrivent un peu trop tard pour venir résoudre des problèmes qui sont extrêmement importants. Donc la question qui se pose porte sur la validité des dispositifs à l'œuvre aujourd'hui en France pour éviter une concentration excessive dans le secteur des médias. En fait, on a une loi qui a évolué lentement depuis 1986. Si je devais faire un peu un parallèle et que je regardais l'évolution de la loi de 1986 vue depuis 2021, je me dirais que c'est un peu comme si, face à l'introduction de l'électricité, on avait décidé d'aller dépoussiérer les chandeliers. Donc on a une loi, en fait, qui, malgré les nombreux amendements qui lui ont été apportés, n'est plus du tout adapté au contexte actuel, et on le voit très bien
aujourd'hui, avec d'une part la fusion qui est en train de se produire entre TF1 et M6, et puis d'autre part l'empire ou l'emprise grandissante de Vivendi dans le secteur des médias. Si on prend la loi de 1986, je dirais qu'elle prend l'eau un peu de toutes parts, mais au moins à 3 endroits différents. Donc il y a différents dispositifs dans la loi de 1986. Pour commencer, on a ce qu'on appelle les dispositifs monomédias, donc sectoriels. Donc là, des dispositifs qui portent sur la concentration dans le secteur de la presse. Alors eux, ils sont doublement insuffisants. Ils sont insuffisants d'une part parce qu'ils ne portent que sur la presse quotidienne d'information politique et générale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on a une prise de contrôle qui est en train de s'amorcer, hein, même si ça va... C'est encore sur le bureau de l'autorité de la concurrence, mais si on a une montée qui est acceptée au capital de Vivendi de la Gardère Média, donc prise de contrôle de Paris Match d'une part, du Journal du Dimanche de l'autre, vous avez 2 hebdomadaires dont on peut reconnaître, je pense, l'importance pour le pluralisme de la démocratie en France, qui ne sont pas du tout concernés par ce dispositif anti-concentration, puisque ce sont des hebdomadaires et pas des quotidiens d'information politique et générale. On a eu, au début de l'année dernière, la validation par l'autorité de la concurrence de la prise de contrôle de Vivendi sur le groupe Prisma Media. C'est pareil, Prisma Media, vous avez des mensuels, vous avez Géo, vous avez Capital, vous avez des hebdomadaires, vous avez Voici, vous avez Gala, vous en avez un certain nombre d'autres, et ni pour ces mensuels ni pour ces hebdomadaires, la loi de 1986 s'applique, puisqu'il ne s'agit pas de quotidien. On reconnaîtra l'importance politique du Journal du Dimanche. Je pense qu'on reconnaîtra aussi l'importance politique en termes de débat démocratique et de pluralisme d'un titre comme le titre Capital, qui fait de l'investigation économique. Donc déjà, indépendamment même de l'arrivée de l'entrée du numérique d'une certaine manière, et alors cette loi en plus ne concerne pas les sites internet d'information, on voit qu'elle pêche par sa définition extrêmement étroite finalement de ce qui fait le pluralisme de la presse, qui était une définition qu'on aurait pu déjà interroger en 1986, mais qui de toute évidence aujourd'hui n'a plus aucune validité, d'autant que vous avez des magazines, des mensuels, des hebdomadaires, des quotidiens qui rafraîchissent à peu près à chaque minute, voire seconde, le contenu de leur site internet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on regarde l'aspect seulement qui concerne la presse, c'est que les seuils de concentration sont définis en pourcentage de la couverture du territoire national, ce qui peut paraître légitime pour la presse nationale, ce qui est quand même un peu plus problématique pour la presse régionale, et notamment si on pense aux quotidiens départementaux, aux quotidiens régionaux, ce qui a permis la concentration, la constitution de monopoles régionaux dans le secteur de la presse quotidienne, de la PQR et de la PQD en France, et ça s'est accéléré au cours des dernières années, ça risque encore de s'accélérer aujourd'hui, puisqu'après la prise de contrôle par NJJ Presse du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin, vous avez NJJ Presse qui a déposé, je crois aujourd'hui, enfin qui a fait connaître à l'autorité de la concurrence sa volonté de prendre le contrôle intégral du capital de la Provence. Donc voilà, on voit que sur les dispositifs presse, même si on s'en tient, on n'est pas encore rentré dans le numérique. C'est-à-dire qu'à la presse écrite, on a un certain nombre de difficultés avec cette loi de 1986. Sur les dispositifs monomédias, vous avez aussi tout ce qui concerne la régulation des seuils pour la télévision et la radio. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est cette définition d'un seuil à 49%. Donc en fait, on s'est dit comment on va limiter la concentration dans le secteur de l'audiovisuel. On interdit finalement à une entreprise de posséder plus de 49% du capital d'une télévision privée qui aurait plus de 8% de l'audience au niveau national. Sauf qu'en fait, on est passé complètement à côté d'une notion qui me paraît quand même essentielle, qui est la notion d'actionnaire majoritaire de fait ou d'actionnaire de contrôle. Je pense qu'ici, si je vous interroge tous sur qui est l'actionnaire de TF1, vous allez tous me répondre Bouygues. Vous n'allez pas dire ça ne peut pas être le groupe Bouygues parce que Bouygues a moins de 50% du capital de TF1. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que
en termes de réponse à apporter une manière de modifier la loi de 1986, on voit que 49%, ça ne suffit pas, mais que si on dit 40%, ça ne suffira peut-être pas davantage. Et donc il faut réussir à penser la notion d'actionnaire majoritaire de fait. Il faut réussir à penser l'introduction finalement de règles qui limitent les droits de vote et le pouvoir de contrôle d'un actionnaire qui de fait se retrouve majoritaire, ou en tout cas si c'est la volonté derrière ce que stipule la régulation. En tout cas, si la volonté était de ne pas permettre à un actionnaire de posséder plus de la moitié du capital, de fait, si vous avez entièrement le contrôle en termes de pluralisme de l'information, on voit que la disposition est relativement inopérante. Ensuite, vous avez du coup un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs qui portent sur plurimédia, et notamment ce qu'on appelle la fameuse règle du 2/3. Donc avec une disposition radio, une disposition télé et une disposition presse écrite, qui souffre d'ailleurs pour la presse écrite du même problème que la disposition presse monomédia. Et là, on voit aussi toute la difficulté, puisque le numérique n'a pas du tout été introduit dans la réflexion par rapport à la loi de 1986. C'est pour ça que quand je dis qu'elle prend l'eau de toutes parts, d'une certaine manière, je pense fondamentalement que cette loi n'est pas, selon moi, amendée. Elle est à réécrire à zéro, en fait, pour toutes ces raisons, et puis pour deux raisons supplémentaires. D'une part, c'est que sur la régulation de l'audiovisuel, et notamment de la télé, il n'y a que l'hertzien qui est pris en compte dans cette loi. Puis d'autre part, le fait que ça prend aujourd'hui en compte les problèmes de concentration, notamment au niveau horizontal, mais pas du tout les problèmes de concentration au niveau vertical. Du coup, on a vu pourquoi, avec l'exemple de la presse, ça ne s'était pas appliqué à la constitution d'un empire médiatique par le groupe Vivendi. Et après se pose la question, je pense, dans l'actualité immédiate, de la fusion entre TF1 et M6. Et ce qui pose une troisième difficulté avec la régulation actuelle, qui fait qu'on a deux autorités indépendantes qui ont à se prononcer sur cette fusion, mais qui finalement ont un cahier des charges extrêmement différent. D'une part, la question de l'autorité de la concurrence, et d'autre part, la question du... Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on dise encore CSA jusqu'au 31 décembre ou ARCOM. Je vais dire CSA par facilité. La question du CSA qui doit se prononcer sur le point du pluralisme. Et j'en arrive aussi, du coup, à la question des arguments qui sont autorisés aujourd'hui, utilisés aujourd'hui en faveur de cette fusion. Je ne veux pas vous apparaître comme une espèce d'extraterrestre qui serait passé complètement à côté de l'histoire, et notamment à côté de l'arrivée des GAFA, et à côté de l'arrivée des grandes plateformes de SVOD, que ce soit Netflix, que ce soit les autres. Je suis tout à fait consciente du fait que le paysage médiatique a énormément changé, qu'il a énormément changé au cours des dernières années, et que ça appelle à interroger la loi de 1986. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, en fait, tous ceux qui sont pour, par exemple, la fusion TF1-M6 ou contre la fusion TF1-M6 sont d'accord sur le fait que la loi de 1986 est inopérante. Sauf que d'un côté, vous avez une problématique qui est une problématique purement économique, et c'est pour ça qu'on la pense en termes de constitution de géants, et notamment de constitution de géants nationaux, voire de géants de l'audiovisuel européen. Et d'un autre côté, vous avez une problématique qui est une problématique en termes de pluralisme. Et ce qui est relativement étonnant, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on soit prêt, finalement, au nom de la concentration économique, qui devrait nous interroger en termes d'information, mais également en termes de création audiovisuelle, en termes de production, qui devrait nous interroger sur la menace que font peser les GAFA, les plateformes de vidéo, à la demande sur le pluralisme de l'information, des contenus qui sont offerts aux consommateurs. On est prêt finalement à sacrifier le peu de pluralisme qui nous reste pour résoudre une problématique de surconcentration par la constitution de nouveaux monopoles. Et c'est ça qui me semble tout à fait paradoxal. Je suis sûr que vous aurez des questions sur ce point. Je vais vous interrompre et donner la parole à notre rapporteur pour une série de questions précises.
c'est allumé. Ah, voilà. Oui, bonjour, et vraiment très, très heureux que vous ayez répondu à notre invitation à venir nous éclairer, car le but est bien de nous éclairer et à travers nous éclairer le débat public sur cet enjeu de la concentration des médias. Je vous propose un mode de questionnement et de réponse le plus interactif possible et précis. C'est-à-dire que on va commencer par Madame Sonac. Je vous pose une question, j'en pose pas 3, vous répondez, j'en pose une autre, vous répondez. Comme ça, on a des réponses précises, parce que sinon on va repartir sur des explications qui auront moins d'interactivité. Alors, dans une tribune que vous avez publiée dans Le Monde le 20 novembre dernier, vous avez, comme vous l'avez fait là, élargi la question de la concentration des médias dans une direction qu'il faut bien entendu regarder, en insistant sur les risques que font peser les GAFA sur les médias en asséchant les ressources publicitaires, ce qui pour vous les pousse à la concentration eux-mêmes, et que donc c'est sous la pression en fait des plateformes que le mouvement de concentration qui peut exister en France, TF1, M6 par exemple, ou d'autres concentrations dans la presse, etc., existent. Est-ce que vous... j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que le paysage tel qu'il est aujourd'hui est trop ou pas assez concentré ? Merci pour votre question. Le paysage médiatique, tel que je l'entends, il est constitué à la fois des télévisions, des radios, de l'affichage, du cinéma, de la presse écrite évidemment, et puis de l'ensemble des sites sur Internet qui sont accessibles. Sur les sites, sur Internet de façon générale, il y a à la fois le prolongement de ces mêmes titres que l'on connaît, la déclinaison de l'ensemble des médias, et puis évidemment une myriade d'autres titres, comme par exemple Mediapart n'existe pas en version papier et il est accessible moyennant finance, sous abonnement. Donc est-ce que la question de la concentration, il me semble que les propos de Julia Cagé sur uniquement, si je peux me permettre, sur la partie de la mesure, fait qu'on voit que le mouvement de concentration existe, c'est-à-dire que de plus en plus, ou en tout cas que des médias divers et variés appartiennent ou sont dans le giron d'un seul et même groupe. Donc un groupe comme effectivement Bolloré ou Bertelsmann, Prisma, Murdoch, etc. ont différentes entités, donc il y a du plurimédia et qui fait qu'on voit bien aujourd'hui que la mesure n'est pas du tout idoine. Donc vous dire que je trouve que c'est concentré ou vous répondre à la question je trouve que ça ne l'est pas, je vois bien qu'il y a un biais. Pas dans votre question, mais enfin peut-être, mais en tout cas, dans ma réponse, elle l'aurait. On n'a pas un instrument de mesure. Si maintenant vous me dites, et je me permets de prolonger, que l'information politique et générale, le pluralisme de la presse, le pluralisme de l'information, et lui est concentré, là, on peut déjà aller plus regarder, plus mesurer, non pas avec les instruments de la loi de 86 qui effectivement pour cela n'est pas la bonne focale, et c'est d'autant pas la bonne focale, c'est qu'elle ne mesure pas ce qu'elle doit mesurer. Si vous me permettez, dans le rapport justement de Stigler, on voit qu'il y a un auteur qui s'appelle Andrea Pratt qui base sur les parts d'attention. Et avec les parts d'attention, donc un indice de mesure de concentration aujourd'hui qui serait les parts d'attention, à savoir un niveau individuel sur le pourcentage du temps qu'un individu va consacrer à une source médiatique, divisé par le temps total qu'il va consacrer à l'ensemble des sources,
Et là, on verrait dans l'ensemble des sources si c'est concentré ou pas. Moi, vous dire qu'un Disney participe ou empêche le pluralisme de l'information, je ne réponds pas. Est-ce que c'est un secteur qui est extrêmement puissant? Est-ce que c'est un acteur qui, dans le champ informationnel et communicationnel, est extrêmement puissant? Oui. Deuxième question précise. Comment dire, l'argument qui est souvent évoqué pour justifier aujourd'hui, dans le paysage tel qu'il est, des concentrations, des fusions, des regroupements, c'est que c'est inévitable si on veut justement résister à une concurrence des grandes plateformes américaines. Vous avez éclairé un peu de quoi il s'agit. Vous dites qu'en 5 ans, TF1, Canal et M6, c'est 6 milliards. France Télévisions, monsieur. Et France Télévisions, 6 milliards, oui, tout le monde, on va dire. Oui, ça va encore plus dans mon sens. Donc, en 5 ans, c'est ça. Et en 1 an, seulement Netflix, c'est 17 milliards. C'est ça que vous avez dit? Oui, oui, voilà. Donc, on est dans presque 17 fois plus sur un seul acteur du numérique par rapport à tout le monde de l'audiovisuel. Donc, je vous demande si vous considérez que la façon de résister à ces plateformes, c'est par la concentration et la fusion et le rassemblement des forces capitalistiques et de possibilités d'investissement qu'il peut être opérant. Je crois que la constitution, me semble-t-il, que de grands groupes industriels européens et français, donc, et médiatiques, en tout cas la concentration industrielle de ces grands groupes européens, est indispensable. Et dans le même temps, il me semble que dans ce champ-là, qui est extrêmement large, qui est celui de l'information, de la communication, qui est mélangé, TF1 investit dans l'information, embauche des journalistes, dans le même temps, il achète des programmes, il fabrique de la fiction. Donc on voit bien que c'est un groupe qui, dans le sens de l'information, on met tout ça en même temps, mais c'est pas en même temps. Donc il me semble que la focale est plus étroite que celle-ci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les grands groupes industriels, et d'ailleurs je l'ai toujours pensé, étaient nécessaires dans le monde des médias. Maintenant, il me semble que ce qui est extrêmement important, que pour garantir le pluralisme, il faut que très vite, nous trouvions des outils nécessaires. Et il me semble que la loi et mes 6 années au CSA, avec l'application de la loi de 86 qui garantit la liberté de communication, effectivement, est indispensable et qu'aujourd'hui, la réglementation et la loi sont indispensables pour protéger les entreprises culturelles. Et par exemple, des remèdes qui pourraient y participer, outre le fait d'utiliser un nouvel indice et qu'il y a des auteurs qui ont trouvé, je ne veux pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, mais qui ont trouvé, ça serait de mettre on a bien d'aller chercher là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le marché de la publicité. On a bien su, avec la loi de la réglementation, de protéger les entreprises culturelles en protégeant le secteur du cinéma, en interdisant les jours interdits pendant très longtemps. Pendant très longtemps, certains secteurs étaient interdits de publicité à la télévision en raison de protéger le cinéma. Pourquoi aujourd'hui on n'attaquerait pas sur le modèle du marché publicitaire le fait qu'on obligerait les annonceurs à diversifier leur achat d'espaces publicitaires dans des médias. C'est-à-dire que, voilà, je pourrais développer, mais je ne voulais pas prendre. Pour conclure dans mes questions à vous, et je ne la répéterai pas, ça peut vous introduire, parce que je veux vous la poser à vous trois. Il y a une particularité que vous n'avez pas soulignée dans vos exposés, mais je sais que vous la connaissez, c'est que les grands groupes français ne se sont en général pas constitués par intérêt ou par objet social fondateur, la presse ou l'information ou le média. Vivendi, c'est pas son objet social, on va dire. Les ports en Afrique, et ça peut changer, avant c'était autre chose, etc. Bouygues, c'est le BTP, et puis je peux continuer comme ça. C'est bien ça le cœur de leur métier. Donc ma question que je pose aux trois, c'est à votre avis, pourquoi
des industriels, fondateurs d'entreprises, capitaines d'industrie parfois, grands financiers, par exemple les banques et assurances qui contrôlent quasiment toute la presse PQR dans notre pays, ont de l'intérêt à posséder des médias. Parce qu'apparemment, ça ne leur apporte pas autant que le reste. Donc, si c'est bon, ou peut-être pas, en tous les cas, je pose vraiment la question donc à vous, et ensuite, ça peut vous introduire. Donc, 3 réponses, alors. Oui. On commence par qui? Madame Cagé? Toute la question est de savoir si vous parlez de rentabilité directe ou de rentabilité indirecte. C'est-à-dire que le retour sur investissement dans le secteur des médias n'est pas toujours aussi important que dans un certain nombre d'autres secteurs d'activité, quoique je veux quand même souligner, par exemple, sur le cas de M6 comme de TF1, qu'on a 2 groupes qui ont très bien surmonté la crise de la Covid, y compris en termes de part de marché publicitaire, et qu'on a un marché publicitaire qui se porte d'ailleurs, réjouissons-nous-en, plutôt bien en France, mais il peut y avoir de la rentabilité, y compris dans le secteur des médias. Ensuite, si on interroge des motivations profondes, ça va forcément varier d'un acteur à un autre, on ne peut pas faire de généralité. C'est une manière d'obtenir de l'accès. Ça a été extrêmement bien documenté. Et quand vous êtes dans des secteurs aussi sensibles, par exemple que le secteur des télécoms, où vous avez toute une problématique de régulation qui est extrêmement importante, le fait d'avoir accès notamment aux hommes et aux femmes politiques est loin d'être quelque chose de négligeable. Ça peut donner du pouvoir politique, direct ou indirect. Vous avez mentionné Fox News. Rupert Murdoch ne s'est jamais caché de financer à la fois, enfin d'ailleurs il a financé les conservateurs au Royaume-Uni comme les républicains aux États-Unis, directement et indirectement finalement avec sa chaîne Fox News. On a parlé de Vincent Bolloré. Bon, on sait tous aujourd'hui qu'on a eu une certaine déclaration de candidature. Vous avez aussi un intérêt à investir dans le secteur médiatique pour pousser un agenda politique. Donc c'est difficile d'avoir une vision globale, parce que forcément ça va pas. On peut prendre différents acteurs qui sont motivés par différents facteurs. Mais ce qu'on voit de manière répétée, c'est que le facteur de l'influence économique, c'est-à-dire l'impact sur la régulation. On pourrait citer aussi Jeff Bezos, patron d'Amazon, quand il rachète le Washington Post. C'est un peu un paria à l'époque où il rachète le Washington Post. Ça ouvre les portes. Et quand vous êtes dans le e-commerce, ouvrir les portes du régulateur, c'est pas quelque chose qui est négligeable. Voilà, ça ne veut pas dire que ça s'applique à chacun. Certains ont de meilleures motivations, sans doute, que d'autres, mais ça veut dire qu'on a laissé cette possibilité. Et puisque vous avez mentionné Bouygues, je pense qu'il est aussi important de souligner que vous avez un certain nombre de pays, enfin, on aurait pu aussi mentionner le Figaro et Dassault, où il n'est pas autorisé d'être actionnaire majoritaire d'un média et d'avoir des contrats avec la puissance publique. Ce qui n'est pas le cas en France, est-ce qu'on pourrait légitimement interroger également? Madame Sodac ou Monsieur Bomsel? La question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi en France, ce sont des capitaines d'industrie qui investissent à la marge, ou après avoir fait fortune dans d'autres métiers, dans le secteur des médias, c'est bien ça? Oui, enfin pas seulement des capitaines d'industrie, des gens dont le métier, dont l'activité principale... L'activité originelle ne vient pas des médias. Je pense qu'il y a une tradition française du rôle très important de l'État dans l'activité économique et industrielle, et en particulier de l'utilisation de la commande publique, singulièrement sous la Ve République, pour fabriquer des champions nationaux industriels. C'est
c'est pas véritablement un hasard si Marcel Dassault, qui a monté son entreprise assez largement sur le développement d'équipements militaires, a cherché à avoir une activité dans la presse pour conforter son influence auprès de son donneur d'ordre. Je pense que pour ce qui est de l'entrée de Lagardère initialement dans le secteur, il y avait des préoccupations de même nature. Quand on voit ensuite la manière dont s'est constitué le secteur audiovisuel et singulièrement la télévision, on voit que le général de Gaulle avait voulu que ce fût un monopole d'État précisément pour contrer le pouvoir politique de la presse qui était plus diversifiée et indépendante. Et quand il s'est agi d'ouvrir le monopole d'État à l'entrée de nouveaux acteurs, le président Mitterrand, qui a initié la démarche, a choisi celui qui devait devenir son exécuteur testamentaire pour lui confier la première concession de télévision privée, qui fait très original en France, était une concession de télévision payante, alors que tous les autres pays du monde ont libéralisé où la télévision était originellement une activité étatique, l'ont libéralisée par la télévision gratuite. Donc, systématiquement, si vous voulez, les médias ont été, au moins dans le régime de la télévision, concédés contre obligation à des amis du pouvoir. Et qui étaient des industriels puissants dans le pays. Et au fur et à mesure que le paysage s'est complexifié et diversifié avec l'apparition de technologies nouvelles, l'organisation industrielle s'est elle aussi développée suivant ses conditions initiales, si je puis dire. Madame Sonac. Peut-être en quelques mots, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a effectivement le concept d'influence économique et politique. Je serais, en revanche, je ne soulignerai pas celle d'une autorité publique indépendante. Non, c'était plus parce que je pensais qu'il y avait une interaction, et c'est parce que, en tout cas, la question d'accessibilité à des telcos ou avec des autorités indépendantes de régulation, moi, je n'ai pas ce sentiment d'échange particulier ou privilégié avec une autorité de régulation en particulier, en tout cas pour celle que je connais, et je ne gagerai que sur celle-ci. En revanche, effectivement, pour répondre plus directement, oui, on voit bien qu'il y a cette volonté, en tout cas cette possibilité qui est offerte, parce qu'elle l'est, de disposer de journaux et donc d'influence soit économique, une fois encore, par le biais aussi d'annonceurs ou de publicitaires, ça y participe, cette influence économique, et puis évidemment politique, et je crois qu'Olivier Bomsel a rappelé l'histoire sur laquelle tout le monde s'entend. Moi, j'aurais une question qui s'adresse à nos trois invités du jour. On est sur un écosystème, vous venez de le dire, des médias extrêmement puissants et qui est en pleine mutation. Alors, pour tenter de réguler cet écosystème, nous sommes, nous, en France, avec à disposition des instruments antiques qui sont un peu la naphtaline ou qui sont d'une complexité énorme et avec lesquels se régalent que ce soit les industriels, que ce soit les juristes, pour contourner les sujets. D'abord, et vous l'avez dit, chère madame, les lois de 86, qui sont totalement poussiéreuses et dont encore, sur ce quinquennat, l'État n'a pas souhaité, puisqu'on était à deux doigts d'aboutir quand même, sur quelque chose qui n'aurait pas été forcément idéal, mais qui aurait eu le mérite justement quand même d'avancer. Ça n'a pas été possible. Nous avons aussi une juxtaposition de règles de droit commun absolument hallucinante, où on assiste à une partie de ping-pong entre l'autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous avons, et alors là ça ne dérange personne, ça a été évoqué tout à l'heure par Nathalie Sonac, mais une concentration verticale qui ne dérange personne.
Là, on ne vient pas nous parler de concentration, mais c'est à l'œuvre tous les jours. Et nous avons notre sacro-saint principe du pluralisme qui fait que pour la presse écrite, si je comprends bien, la presse d'opinion est tout à fait possible, encouragée, tolérée. Elle est même financée par l'État, par de l'argent public. En revanche, pour les services d'édition télévisuelle, c'est interdit parce que la diffusion hertzienne se fait, ou en tout cas c'est critiqué, parce que la diffusion hertzienne, et parce que c'est une diffusion hertzienne, et monsieur Bomsel, excusez-moi, vient de le rappeler, c'est l'État qui délivre les autorisations. Et donc à partir de ce moment-là, et dans le cadre de l'écriture d'une nouvelle loi, est-ce que vous pensez que la télévision ne pourrait pas suivre le chemin de la presse ? Qui veut répondre ? Vous n'êtes pas obligé de répondre tous les trois. Enfin, si vous le souhaitez, par contre, n'hésitez pas. Hein, mais Madame Cagé. On pourrait la redéfinir en disant est-ce qu'aujourd'hui pour la télévision il faut garantir le pluralisme de manière interne ou est-ce qu'il faut garantir le pluralisme de manière externe. Voilà. Pourquoi on ne s'est pas posé la question pour la presse écrite ? Parce que pour la presse écrite, les coûts d'entrée sont relativement faibles. Ils l'étaient déjà à l'époque du papier, ils le sont encore davantage aujourd'hui. Et ce qui nous permet finalement d'avoir un éventail d'opinions qui sont représentées aujourd'hui pour la presse écrite. Et quand vous allez finalement dans les kiosques, aussi parce qu'on a eu une régulation dès 1947 avec la loi Bichet qui a favorisé finalement l'entrée et la survie de petits journaux, vous pouvez trouver des journaux de toutes opinions. C'est extrêmement différent pour la télévision pour deux raisons. Un, parce qu'on a quand même un nombre de fréquences, il suffit de regarder la TNT, qui est réduit. Et je pense que ceux qui disent que ça ne tient plus aujourd'hui parce qu'on a la télévision numérique, alors des nouvelles chaînes de télévision par exemple Blast, se trompent. Et ils se trompent parce qu'en termes d'audience, on ne parle pas du tout des mêmes chiffres. Oui, il y a des chaînes de télévision aujourd'hui sur Internet, mais ça touche une audience extrêmement réduite. D'ailleurs, ça touche une audience extrêmement jeune qui ne vote pas. Et si vous regardez la population qui se déplace aujourd'hui aux urnes, c'est la population qui regarde majoritairement la TNT. Donc, première chose, c'est que vous avez un certain nombre de chaînes et que ce nombre-là, il est réduit. Donc, vous ne pouvez pas en créer ad vitam aeternum à l'infini pour couvrir le spectre politique. Deuxième chose, et ça peut paraître étonnant, mais c'est documenté, c'est comme ça, les gens allument leur télé, ils zappent chaîne par chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Delphine Ernotte était la première à le dire d'ailleurs, quand elle expliquait la perte d'un demi, voire un point d'audience de France Info TV par rapport aux autres chaînes d'information en continu, notamment CNews et BFM TV, par sa numérotation. Donc en fait, il y a un enjeu à être numéro 15 ou numéro 16, ça paraît étonnant, parce que vous pourriez allumer votre télé sur le numéro 156, ça vous prend pas beaucoup plus de temps que de l'allumer sur la 1, mais les gens le font pas. Et c'est la réalité aujourd'hui, donc on peut déplorer les comportements de consommation, mais c'est comme ça que les gens consomment la télévision. Ce qui fait que on est obligé de garantir un pluralisme interne des chaînes parce qu'on ne sait pas faire sur du pluralisme externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas garantir sur la TNT que vous allez avoir sur la 1 une chaîne de télévision marquée à droite et puis sur la 2 pour compenser une chaîne de télévision marquée à gauche, puis sur la 3 plutôt centriste et sur la... On ne sait pas faire. Et on ne saura pas le faire technologiquement rapidement. Ça ne veut pas dire que dans 20 ou 25 ans, peut-être même dans 5 ou 10 ans, quoique 5 ans, ça m'étonnerait parce que les comportements de consommation sont lents à évoluer, on ne sera pas capable de le faire, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et sauf que je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un cadre qui garantisse le pluralisme dans les conditions actuelles de consommation de médias et donc de fonctionnement de la démocratie. Ensuite, un dernier petit point, et je m'arrête là-dessus, on essaie de préserver le pluralisme interne pour les chaînes de télévision. Ça ne veut pas dire qu'on réussit. Et là, pour le coup, à la fois l'utilisation de ces pouvoirs que fait le CSA et les pouvoirs qui sont entre les mains du CSA méritent d'être questionnés aujourd'hui. Ça a été le cas, on l'a vu autour de la question de CNews, notamment le fait de ne réguler que le temps de parole des personnalités politiques. En fait, on voit que ça peut permettre à des chaînes finalement d'arrêter d'inviter des personnalités politiques, de ne mettre que des chroniqueurs à l'antenne qui ont un propos tout aussi, voire plus politique que les personnalités politiques. Et là, c'est sans même parler des rediffusions à l'infini, des discours, je crois que c'était pour le coup Yannick Jadot, toute la nuit pour satisfaire aux obligations de pluralisme. Donc ce pluralisme interne, on est censé l'atteindre par la loi, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il soit régulé de manière satisfaisante.
Une piste qui n'a pas été évoquée face à la crise des différents médias et d'énormes besoins d'investissement qui sont devant eux, quels qu'ils soient, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Et face aux GAFAM, est-ce que la piste d'une réinvention de modèles coopératifs des médias n'est pas plus pertinente pour faire face à l'enjeu démocratique que celle de la concentration des médias, qui évidemment pose des problèmes de tension évidente avec l'enjeu du pluralisme et de la démocratie. Par exemple, dans la presse écrite, il y avait beaucoup plus de titres avant qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, à la Libération, mais on oublie de dire qu'il y avait des systèmes coopératifs très puissants. Système de distribution, système d'achat du papier. Il y avait une agence France Presse qui jouait d'une certaine manière un rôle coopératif en matière de recherche de l'information et d'autres choses. Aujourd'hui, même dans l'audiovisuel, j'entends le service public faire des propositions de coopération à ses partenaires privés. Je ne suis pas sûr que la concentration TF1 M6, on s'oriente vers une réponse positive aux offres de coopération du service public, faites par le service public en matière audiovisuelle. Mais est-ce que cette piste coopérative, réinventée dans les conditions d'aujourd'hui et pour faire face aux enjeux actuels, ne serait pas plus pertinente que la piste de la concentration pour concilier les enjeux des nouveaux besoins et celles des enjeux du pluralisme et de la démocratie? Evelyne Renaud-Garabédian. Merci de toutes vos réponses. Mais ma question, je souhaiterais plutôt vous la poser à vous, Julia Cagé. Vous avez tous les trois mentionné le fait que les réseaux sociaux jouaient un rôle déterminant aujourd'hui dans l'accès à l'information, surtout en particulier pour les plus jeunes. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la manière dont cela va bouleverser les grands groupes médiatiques, sachant qu'ils ont une capacité plus importante sur ces plateformes que les médias indépendants, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que les médias indépendants. Or, il s'agit là d'une publicité qui n'est pas régulée, ce que l'on regrette d'ailleurs, contrairement à ce qui concerne la promotion politique. Merci de vos réponses. Comment on fabrique l'information? Il y a un mot qu'on a très peu utilisé ici depuis le début de cette réunion, c'est le mot de journaliste. Le problème, c'est pas qu'on ait moins de lecteurs aujourd'hui. En fait, on n'a pas moins de gens qui consomment de l'information. Ils la consomment sur des supports différents. Et je pense qu'il faut se désintéresser complètement de la question du support. Presse écrite, numérique, télévision, radio. Ces supports ont entièrement fusionné. Vous allez aujourd'hui sur les sites internet d'Europe 1 et de France Télévisions, vous avez des sites qui sont en concurrence directe avec le site du Monde ou du Figaro. Je ne sais pas si vous vous souvenez les débats qu'il y avait eu au moment où il y avait eu un accord entre France 24 et Mashable, sur le fait qu'on allait finalement financer avec de l'argent public un concurrent des sites d'information politique et générale. Et en fait, la réponse à ça, c'est mais réveillons-nous, ça fait quand même depuis longtemps en fait que le site de France Info par exemple concurrence directement, mais en termes d'audience et en termes de contenu. On pourrait faire un jeu, c'est-à-dire projeter sur un écran aujourd'hui les pages d'accueil en effaçant tous les logos de Europe 1, de France Télévisions, de France Inter, du Monde, de Libération. En fait, je suis pas sûre que vous retrouviez le support hors ligne. Donc il faut effacer cette question du support. Ça, c'est vraiment la première chose. Il faut qu'on arrive à l'effacer. Ensuite, il faut qu'on ait conscience du fait qu'on ne peut pas faire d'information sans journaliste. Et là, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a jamais eu autant d'informations aujourd'hui. L'information, elle circule. Mais ce n'est pas le cas de la production d'informations originales. Vous avez une information copier-coller, très souvent, qui circule en boucle. Et ce dont on a besoin en démocratie, ce n'est pas d'une information copier-coller qui circule en boucle, c'est d'informations originales. Et ce qui devrait vraiment nous inquiéter, je pense, en premier lieu, c'est quand on regarde les chiffres de la carte de presse, même si je sais qu'il peut y avoir des débats sur la définition d'un journaliste professionnel, etc., et qu'on peut toujours dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui n'ont pas la carte de presse, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'en termes de tendance, la disparition et la baisse tendancielle du nombre de journalistes, qu'on mesure notamment très bien avec la carte de presse, ça nous montre le fait qu'on a moins de production d'informations originales. Et ça devrait tous
nous inquiéter, puisque Pierre Laurent mentionnait tout à l'heure le cas de l'agence France-Presse. Les effectifs de l'agence France-Presse au cours des dernières années se sont réduits. Pourquoi les effectifs de l'agence France-Presse se sont réduits? En particulier parce que parmi les premiers clients de l'agence France-Presse, même si c'est en train de changer aujourd'hui de modèle économique et de s'internationaliser et de dépendre également d'ailleurs de plus en plus des plateformes, vous avez les médias français et vous avez des médias qui s'appauvrissent, donc qui vont payer des abonnements de moins en moins cher, donc moins de ressources finalement pour cette coopérative entre guillemets qui vient nous alimenter en information originale. Et c'est là-dessus qu'il faut extrêmement s'inquiéter. La question des réseaux sociaux, pour moi, c'est exactement la même que celle des plateformes. Vous avez des réseaux sociaux comme des plateformes qui aujourd'hui tirent une partie non négligeable de leur contenu, une partie non négligeable de leurs revenus de contenu qu'ils ne produisent pas et qu'ils ne paient pas pour produire. Et en fait, bon, il y a des avancées qui ont été faites avec le droit voisin, et tant mieux, on peut les saluer. Elles sont complètement insuffisantes, notamment si on met dans la balance les pertes qui ont été infligées aux médias traditionnels par la concurrence de ces plateformes versus ce que ces plateformes sont aujourd'hui prêtes à leur payer. Mais on a un véritable problème de modèle économique à la fois des plateformes et des réseaux sociaux, indépendamment même de la question des fake news. Et ensuite, on a ce problème qui est doublé par le fait que vous avez des réseaux sociaux qui ne tirent leurs revenus que de la publicité, qu'on sait que les fausses informations sont génératrices de davantage de clics, donc elles ont une incitation financière directe à favoriser la propagation de ces fausses informations par rapport à des contenus plus ennuyeux, entre guillemets, mais plus informatifs en termes de démocratie. Mais du coup, je veux juste finir par là, dire d'une certaine manière que je pense qu'il faut avoir conscience de toutes les contraintes que font peser aujourd'hui la concurrence des plateformes internationales. Ça, c'est certain. En même temps, on ne peut pas partir de ce point-là pour réguler la concentration des médias en France. Parce que sinon, on aura l'impression d'être toujours face à un mur. C'est-à-dire qu'on va partir du principe et puis on va se dire « Ah, mais finalement, face à Netflix, on n'aura finalement jamais assez de concentration ». Donc il faut revenir finalement au point de départ de 1986, à l'objectif constitutionnel du pluralisme, penser les règles qui permettent aujourd'hui de garantir le pluralisme. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas amender cette loi, il faut réécrire une loi, notamment en effaçant complètement la question des supports. Et indépendamment de ça, il ne faut pas s'interdire, au contraire, il faudrait s'attaquer à la régulation des plateformes, à la régulation des réseaux sociaux et à la régulation de ces monopoles qui, je pense, ne pourra être faite pour le coup qu'au niveau européen. Mais il faut réussir à attaquer les deux problèmes de front, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, la montagne GAFA, finalement, paraît si effrayante qu'on ne s'interroge pas sur tout le reste du problème. Et encore une fois, les chiffres que tu donnais, Nathalie, sur la consommation de réseaux sociaux, c'est vrai chez les 18-24 ans, mais ce n'est pas la population qui vote. Alors ça, on peut aussi s'en lamenter. Et d'ailleurs, l'un n'est pas sans lien direct avec l'autre. Mais la population qui vote massivement encore aujourd'hui, c'est la population qui consomme massivement de l'audiovisuel sur sa télé, de manière traditionnelle, en zappant d'une chaîne à l'autre, et on ne peut pas sauter par-dessus 30 ans de vie démocratique en régulant directement une consommation de visuel qui serait complètement délinéarisée et numérique.